live. Euh, donc, concrètement, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc, je pense que vous avez vu en fait les nouvelles cet été, absolument catastrophiques. On a plus d'eau. Il y a plus de 100 villages en France qui ont plus d'eau. On a du mal à nourrir tout le monde. Donc il y a des famines en fait qui vont bientôt émerger après le Covid et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il n'y a plus de moutarde. Alors ça fait rigoler, mais c'est un exemple parmi d'autres. Il n'y en a plus de moutarde. Et on a surtout une crise énergétique. C'est-à-dire que en fait, nous, ça fait 2 ans chez Adapt qu'on milite pour la sobriété énergétique. Alors on faisait rigoler tout le monde. Moi, j'ai mis un pull aujourd'hui. Et là, effectivement, on voit que tous les responsables des gouvernements européens, notamment en France, invitent à la sobriété énergétique, à moins consommer, parce qu'effectivement, l'énergie est précieuse. Et voilà. Emmanuel Macron qui, il y a quelques années, se moquait un petit peu des Amish et des personnes qui prenaient voilà, un changement de notre mode de consommation, en tout cas a bien dit que la fin de l'abondance était là et que du coup il faut se préparer en fait euh, à vivre dans un monde dans lequel on n'aura pas forcément accès tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de nommer ce live L'effondrement est-il déjà là? Parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'indices et d'études scientifiques dont je vais parler qui effectivement nous montrent que on peut considérer qu'effectivement on a déjà un effondrement qui est en train d'arriver. Par contre, on va voir, voilà, il est peut-être pas forcément fini. Il y a encore heureusement des façons de le limiter et on va essayer de s'inspirer en fait des différentes études, des différents essais qui ont été faits pour bien en fait définir ce concept et proposer en fait voilà, des cadres de réflexion. Moi, j'ai pas mal de références à vous donner, donc je vous les donnerai à la fin si vous voulez. Voilà, donc voilà le thème pour aujourd'hui. On aura d'autres live Twitch prévus, notamment le prochain sur le blackout électrique en Europe. Comment on fait pour se préparer à un blackout électrique? Alors nous en Europe on n'est pas habitué à ça, mais les Américains ils en ont beaucoup. Donc on peut s'inspirer des Américains pour surmonter ce type d'événement. Et ensuite, un thème qui marche très bien, c'est la sobriété énergétique. Et donc là, en fait, dans un autre live, je vais expliquer comment moi, j'ai réduit personnellement ma consommation d'énergie de 30% à la maison et j'essaierai d'inviter d'autres personnes qui ont fait pareil et on vous proposera en fait une méthode pour pouvoir vous aussi réduire votre consommation d'énergie de façon significative, notamment pour cet hiver. Et surtout, on a besoin de votre avis. Donc s'il y a des sujets qui vous intéressent liés au climat ou à l'énergie, n'hésitez pas à commenter ou à nous le faire savoir pour qu'on puisse vous proposer en fait des lives sur ce sujet. Et voilà, petite parenthèse, il y a effectivement on est sur pas mal de réseaux sociaux, il y en a qui marchent plus ou moins bien que d'autres. Mais je vous invite à aller voir un petit peu le contenu qu'on pousse si ces sujets vous intéressent, surtout sur Twitter et LinkedIn, c'est là où on publie le plus de contenu, je pense. Et alors sur la date des deux prochaines conférences, c'est facile, c'est le mercredi à midi et demi. Donc là, je suis un petit peu malade, je suis désolé, j'ai mis une écharpe et je parle pas très bien, mais j'espère que voilà, les prochaines éditions, j'aurai une meilleure voix. Alors, non, je vais pas répondre à cette question. Je laisse mes collègues répondre à cette question si jamais il y a des membres d'Adapt qui sont sur le chat pour me concentrer sur le sujet actuel. Alors, pourquoi on parle d'effondrement et quels sont en fait d'autres concepts clés qui sont liés à ce sujet? Donc, effondrement, il y a plusieurs définitions qui existent pour le Larousse. La deuxième, c'est le fait d'être détruit, ruiné, abattu complètement, ou alors c'est un synonyme d'anéantissement. Et on donne l'exemple de l'effondrement d'un empire. Et donc sur la couverture notamment du bouquin Effondrement de Jared Diamond, on voit en fait les statues de l'île de Pâques, donc qui sont en fait les statues d'une civilisation qui a disparu, parce qu'on a bien effectivement cette idée que une civilisation humaine disparaît et complètement détruite. Il y a deux autres concepts que je trouve intéressants quand même d'avoir en tête si on vous parle d'effondrement. Le premier, c'est l'Anthropocène, qui est un concept qui est débattu, hein, je préfère vous prévenir. En fait, ça correspond à la période actuelle des temps géologiques
où les activités humaines ont de fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète, la biosphère, et les transforment à tout niveau. Donc ça, c'est un terme qui est un peu controversé. En gros, l'idée, c'est de se dire que dans quelques millions d'années, quand des extraterrestres, par exemple, viendront explorer la planète Terre et qui regarderont en fait les différentes couches géologiques, ils verront qu'à un moment, voilà, il y a des os de dinosaures. Ça correspond à l'époque des dinosaures. Et en fait, ils verront peut-être un moment où il y aura, par exemple, beaucoup de déchets plastiques. Et ben en fait, ce sera l'Anthropocène. Ils vont définir ça comme l'Anthropocène. Il y aura une mini couche où il y aura effectivement beaucoup de déchets. Et en gros, l'idée derrière, c'est de dire qu'en fait, on est tellement en train de modifier fondamentalement notre mode de vie et notre environnement qu'on va laisser des traces en fait sur des temps très longs. Bienvenue Charles. Je te laisse la question sur le point SH. Et le dernier concept intéressant, je pense, avant de démarrer ce live, c'est la question des limites planétaires. En fait, les limites planétaires, c'est donc des scientifiques qui ont proposé en fait ce cadre d'analyse. En fait, ils ont identifié 9 seuils que l'humanité ne devrait pas dépasser pour ne pas compromettre les conditions favorables dans lesquelles elle a pu se développer et pour pouvoir durablement vivre dans un écosystème sûr. Donc en fait, en évitant des modifications brutales et difficilement prévisibles de l'environnement planétaire. Donc en fait, ça veut dire est-ce que nos enfants, nos petits-enfants, ils pourront respirer, enfin ils auront un air qui est respirable? Est-ce qu'ils auront accès à de l'eau potable? Est-ce qu'ils pourront se nourrir? Est-ce qu'ils pourront avoir de l'énergie? Est-ce qu'ils pourront du coup libérer du temps pour faire des tâches peut-être plus intéressantes comme lire des livres, s'éduquer, enfin voilà. Et donc du coup, sur cette question des limites planétaires, il y en a plusieurs qui ont déjà été dépassées. Donc il y a effectivement, vous allez voir, la novel entities, c'est la pollution chimique. Donc là, en fait, on a dépassé cette limite. Donc du coup, ça compromet en fait le fait que les futures générations puissent bien vivre. Le changement climatique, évidemment, hein, qui est le thème que nous on connaît très bien chez Adapt. Donc là, en fait, à l'heure actuelle, euh, il y a un changement climatique lié aux activités humaines qui est en dehors de l'espace, qui permettrait de faire en sorte qu'on puisse survivre. Enfin, survivre de façon convenable, hein. Il y a ensuite l'intégrité de la biosphère. Donc ça, c'est grosso modo hein, la faune et la flore. Donc là, on voit bien que il y a un très très gros problème avec la disparition notamment de tout un nombre de végétaux, d'animaux, etc. Il y a la question du changement d'affectation des sols. Donc par exemple le fait qu'on bétonne par exemple des marécages qui ont des fonctions essentielles pour par exemple capter la pluie lorsqu'il y a des ouragans par exemple dans les zones tropicales. Ça c'est effectivement je pense un impact sur cette limite planétaire là. Et enfin il y a un truc un peu compliqué, c'est en gros les flux bio-géochimiques des engrais. Donc PN c'est les engrais. Et donc là, en fait, sur ce cycle de renouvellement des engrais, on a aussi dépassé ces limites planétaires. Alors petite précision quand même, je ne suis pas scientifique spécialisé sur ces limites planétaires. Donc là, je veux simplement vous donner une première explication des concepts et si ça vous intéresse, on pourra aller plus loin. Et je vous invite vous aussi à aller plus loin sur le sujet. Donc il n'y a pas beaucoup de questions, donc je continue. Deuxième terme qui me semblait intéressant enfin, de définir, c'est la collapsologie. Donc la collapsologie, c'est une théorie. C'est une théorie d'un effondrement global et systémique de la civilisation industrielle, considérée comme inéluctable à plus ou moins brève échéance, et des alternatives qui pourraient lui succéder. Donc ce concept de collapsologie, il n'est pas forcément très récent. En fait, on peut considérer que dès 1972, donc lorsque les Meadows ont rédigé un rapport pour le Club de Rome sur les limites à la croissance dans un monde fini, donc c'est un livre qui est très très lourd, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. On a effectivement, ils ont mis en avant en fait le fait que l'humanité ne pourrait pas forcément prospérer de façon infinie dans un monde fini. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, la quantité d'eau potable, d'énergie, de nourriture, enfin tout ça, c'est des choses qui sont physiques, qui sont finies sur notre planète Terre.
Et du coup, c'est eux qui ont fait un travail de fond pour justement commencer un petit peu à défricher ce sujet-là. Et d'ailleurs, en fait, on se rend compte que ce qu'ils ont écrit il y a 50 ans est quand même assez vrai. Donc, s'il est très souvent, ce rapport-là est très très souvent repris. Ensuite, il y a Jared Diamond, qui est un géographe américain, qui a aussi beaucoup travaillé sur les questions de l'environnement, qui a publié un essai qui s'appelle Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie. Donc c'est ce bouquin-là, et j'en parlerai juste après. Jared Diamond, c'est intéressant parce que, alors c'est un essai, hein, je précise que c'est un essai, c'est pas forcément quelque chose qui est, enfin c'est pas une science pure et parfaite, c'est un éclairage en fait. Il propose un éclairage et en fait il a beaucoup analysé en fait la relation entre l'environnement et les civilisations humaines. Donc en fait il a écrit un bouquin précédent qui s'appelle de l'inégalité parmi les sociétés, où c'est grosso modo pourquoi en fait c'est les Européens qui ont colonisé les Amérindiens en Amérique et pas l'inverse. Et en gros, Jared Diamond a beaucoup étudié en fait les conditions environnementales qui ont fait que, par exemple, les Européens ont pu se développer plus vite et ont pu être capables, du coup, de coloniser en fait d'autres régions du monde et pas forcément l'inverse. Donc évidemment, c'est un raccourci énorme que je vous fais. Je vous invite à lire en tout cas ces ouvrages-là. Et du coup, il a fait ce bouquin Effondrement qui en fait étudie des civilisations disparues, donc notamment la civilisation de l'île de Pâques, et en fait, il propose un cadre de réflexion sur les différents facteurs qui vont faire en sorte que les sociétés décident soit de leur disparition ou de leur survie. Et ce qui nous intéresse, en tout cas à l'heure actuelle, c'est effectivement comment les sociétés peuvent survivre, en tout cas à l'heure actuelle, face aux différents problèmes environnementaux qu'on peut connaître. Et enfin, pour avoir un exemple plus franco-français, en 2015, Pablo Servigné, alors il n'était pas tout seul, il a écrit avec quelqu'un d'autre, mais j'ai oublié son prénom, a publié une étude sur comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. Et en fait, dans ce bouquin, dans cette étude, il explique un petit peu comment en fait on pourrait, enfin comment tout pourrait s'effondrer. Et il propose en fait voilà, différentes actions, différentes alternatives sur comment on pourrait en fait s'adapter à ces changements brutaux. Voilà, donc j'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à poser des questions. Donc peut-être pour répondre à la question, l'effondrement est-il déjà là? Je voulais faire un zoom sur les points de non-retour du changement climatique. En fait, il y a une étude très récente qui a été publiée dans Science, qui en fait parle des points de non-retour sur le changement climatique, et qui explique en fait que si on dépasse certains seuils de réchauffement moyen de la température terrestre, on pourrait avoir des espèces de points de non-retour qui vont en fait fortement contribuer à accélérer en fait le risque de changement climatique. Et donc du coup cette étude que je pourrais mettre d'ailleurs, enfin qu'on pourrait partager dans la vidéo, elle liste en fait différents points de non-retour, et donc il y en a quelques-uns en fait que je voulais partager avec vous, qui à mon avis sont assez probables parce qu'en fait ils auront lieu si on a un réchauffement global de moins de 2 degrés. Pour information, on est déjà à 1,1 degré, et il est il y a 50% de chances que dans les 5 prochaines années, on dépasse 1,5 degré. Donc ces événements-là ont une probabilité qui est assez élevée. Donc je vais vous les lister. Donc il y a effectivement le fait que les coraux disparaissent, parce qu'en fait avec le réchauffement de la température de l'eau et l'acidification des océans, le corail va disparaître, et malheureusement le corail il abrite un écosystème extrêmement riche. Il y a beaucoup de poissons en fait qui vivent dans le corail, pour ceux qui ont vu Nemo. Donc ça c'est un premier point effectivement voilà, de non-retour, qui fait que on aura un impact assez important. Il y a effectivement l'effondrement de la couche de glace dans l'Antarctique ouest. Il y a effectivement, alors je vois pas très bien
Il y a une perte de la glace dans la mer de Barents. Il y a aussi voilà, les glaces au Groenland qui vont fondre. On a aussi voilà, le permafrost boréal, qui en fait c'est plus ou moins de la terre qui est glacée, qui va disparaître. Et donc ça va amener voilà, beaucoup d'effondrement du terrain dans les zones boréales. Il y a même d'ailleurs des scénarios catastrophes qui disent qu'en fait, en libérant en fait, ces terres-là, bah, il y a peut-être des virus, d'anciens virus qui pourraient émerger. Et ensuite, dernière chose qui est un peu, enfin qui moi m'inquiète aussi particulièrement, c'est le fait que il y a certains courants marins, notamment le courant marin du Labrador par exemple, qui fait que voilà, on a certains climats, certaines températures, notamment dans l'Atlantique Nord. En fait, ces courants-là pourraient moins bien fonctionner. Du coup, ça va avoir un impact. Ça peut encore plus perturber en fait le climat à l'échelle locale. Et je crois que ça peut aussi avoir un impact sur l'augmentation du niveau de l'eau. Voilà. Donc en gros, on est mal barré. Il y a effectivement, objectivement, certaines limites planétaires ou certains points de non-retour qui ont été atteints. Mais la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a urgence à agir. C'est qu'il faut agir. Et donc du coup, je vous propose en fait un petit modèle de réflexion sur les différents facteurs qui permettent à notre société d'éviter, enfin de survivre, hein, si je paraphrase Jared Diamond. Donc je me suis basé en fait sur les différents facteurs que lui il cite pour qu'en fait une civilisation puisse éviter de s'effondrer. Donc là on peut échanger librement là-dessus. C'est bien des idées, hein. Je n'ai pas fait une thèse là-dessus, donc n'hésitez pas en tout cas à confronter ces idées-là. Donc le premier facteur, c'est le dommage environnemental. Donc à tous les sens du terme, hein. Pas simplement le changement climatique, c'est voilà, est-ce que les sols sont pollués, est-ce qu'on va détruire des écosystèmes, est-ce que la biodiversité va disparaître. Et donc sur ce premier facteur, la solution très concrète en 2022, bah, c'est de limiter le dommage à l'environnement au-delà du changement climatique. C'est vrai que nous, Adapt, on parle beaucoup de changement climatique, il y a d'autres aspects qui rentrent en jeu, donc protéger, préserver les écosystèmes, éviter les pollutions chimiques, traiter quand même de la question des déchets, qui n'est pas forcément liée au changement climatique, mais qui a un impact assez important sur les limites planétaires. Il y a le deuxième facteur qui est le changement climatique. Alors, quand Jared Diamond parle de changement climatique, il n'y avait pas encore de réchauffement climatique massif à l'époque où, par exemple, l'île de Pâques a disparu. Donc lui, il en parlait plutôt comme un changement climatique rapide. Par exemple, s'il y a eu une éruption volcanique, il y a beaucoup de sang dans l'atmosphère et donc du coup, on va avoir une espèce de mini période glaciaire, quoi. Donc il parlait plutôt de ça, mais je pense que c'est en tout cas bien, enfin tout à fait transposable au réchauffement climatique actuel. Donc là-dessus, effectivement, les solutions, elles sont assez évidentes, je pense, pour vous. Premièrement, c'est de limiter le changement climatique sous 2 degrés. Alors c'est encore possible si on agit rapidement. Et comme on l'a vu, en fait, si on le limite en dessous de 2 degrés, on va éviter d'autres points de non-retour beaucoup plus importants. Donc je n'ai pas parlé, mais vous pourrez en tout cas consulter l'étude que je vous ai partagée précédemment. Deuxième chose, c'est tout simplement de s'adapter au changement climatique. On sait qu'il est là, on sait qu'il existe, donc il faut adapter en fait notre système alimentaire, notre système d'utilisation des eaux, pour qu'on puisse prendre en compte en fait cette réalité-là, quoi, au plus vite. Ensuite, le troisième facteur, alors bon, les deux premiers facteurs, c'est des facteurs qui sont plutôt, on va dire, environnementaux. Sauf que Larry Diamond montre quand même des exemples de sociétés qui ont pu, en fait survivre voilà, à un environnement très, très contraint. Et donc il y a trois facteurs qui sont plutôt, on va dire, des facteurs humains. Donc le premier de ces facteurs, c'est les voisins hostiles. Évidemment, si vous avez des voisins hostiles, voilà, votre civilisation a voilà, beaucoup moins de chances de survie. Donc là, voilà, il y a malheureusement dans l'actualité beaucoup de guerres en cours. Donc je vous laisse vous en fait vous faire en tout cas, imaginer un petit peu les solutions qu'il faut imaginer là-dessus.
Moi, je pense que les Romains, quand ils voulaient en fait avoir la fameuse Pax Romana dans leur empire, ils avaient ils disaient civis pacem parabellum. Donc, celui qui veut la paix doit préparer la guerre. Donc, l'idée, c'est de pas forcément être naïf, mais de se dire qu'en fait, il faut considérer qu'il y a peut-être des voisins hostiles, au hasard la Russie, et que du coup, effectivement, il faut que un certain nombre de sociétés, donc par exemple en Europe de l'Est, puissent se préparer à se défendre. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de budget d'armement, par exemple, qui a augmenté récemment, parce que finalement, si on veut avoir la paix, il faut, il faut préparer la guerre, et ça permet en fait du coup de limiter ce facteur des voisins hostiles. Je ne cherche pas du tout à faire un scénario Mad Max, pour ceux qui ont vu le film, où en fait, voilà, vous verrez le film. Il y a un autre facteur qui est la perte de partenaires commerciaux. En fait, il y a effectivement un certain nombre de sociétés, de civilisations dans l'histoire qui ont été en fait dépendantes d'autres sociétés pour s'approvisionner dans certaines ressources. Donc, par exemple, en 2022, on peut penser à la dépendance de l'Europe vis-à-vis de la Russie pour notamment les importations de gaz naturel. Donc une façon de réduire ce risque-là, c'est de réduire les interdépendances énergétiques, alimentaires, industrielles ou d'autres ressources clés qui peuvent exister. Donc par exemple sur l'énergie, le fait de développer des ressources locales d'énergie, bah, ça permet en tout cas d'éviter, de limiter en fait ces dépendances, ces interdépendances. Et enfin, le dernier facteur mis en avant par Jared Diamond, c'est la réponse de la société aux problèmes environnementaux. En gros, comment la société, comment la civilisation est structurée pour pouvoir en fait répondre à une crise très grave. Une crise environnementale, on peut aussi penser à des crises économiques, des crises politiques, des crises sanitaires, hein, on l'a bien vu avec le Covid ces dernières années. Et donc là, je pense que si on parle en tout cas enfin, on a actuellement des problèmes qui sont globaux, notamment le changement climatique, c'est un problème qui est global. Et donc je pense qu'il faut une réponse qui est globale. Il faut que effectivement on puisse résoudre ce problème à un très haut niveau. Et heureusement, il y a des bonnes nouvelles. Par exemple, la Convention de Vienne, il y a quelques années, a réussi à mettre en fait tous les pays d'accord pour réduire en fait les émissions de certains polluants atmosphériques qui qui contribuait à créer le trou dans la couche d'ozone. Donc le trou dans la couche d'ozone n'a pas disparu, en tout cas il a été grandement résorbé. Et cet exemple illustre le fait que si on se met tous autour de la table pour traiter d'un problème commun, il est possible d'arriver à des solutions. Voilà, donc j'espère que voilà, ce petit modèle, enfin ces différents facteurs vont vous aider, vous, en tout cas, à approfondir votre réflexion sur l'effondrement. Donc je répète, oui, l'effondrement est déjà là, mais on peut construire des solutions pour l'éviter. Et du coup, pour conclure, avant de peut-être vous laisser la parole pour plus de questions-réponses, nous, enfin, faire un petit peu de pub, nous, on a créé un outil qui permet de réduire la pollution de l'électricité consommée chez vous. Donc voilà, si vous allez sur adapt.sh ou si vous allez télécharger notre application sur Android, elle arrive bientôt sur iPhone, on vous propose en tout cas une solution qui vous permette de réduire l'empreinte carbone de votre consommation d'énergie. Donc avec votre profil, votre compte utilisateur, vous allez pouvoir avoir des conseils sur comment moins consommer. On va aussi vous permettre de bien mesurer votre impact. Et surtout, avec notre météo de l'électricité, on va vous aider à mieux consommer. Donc en fait, consommer l'électricité lorsqu'elle a moins d'impact sur l'environnement, lorsqu'elle a moins d'impact sur le changement climatique. Voilà, si en tout cas ce sujet vous a intéressé, si vous voulez continuer de nous suivre, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. On a un forum Discord et voilà, cette vidéo sera disponible sur YouTube. Merci beaucoup. Du coup, je vais arrêter l'enregistrement.